Bonsoir, je me présente Sophie Malaga, directrice de la science. Ce soir, on va parler de neurobiologie moléculaire, un petit spécial. Mais n'ayez pas peur de récepteurs. Non, ce ne sera pas trop technique. En fait, on va parler d'un sujet qui est quand même beaucoup d'actualité, malheureusement d'actualité. On va parler des opiacés, de la douleur et de la dépendance aux opiacés. Donc, et ça inclut le fentanyl. Donc, vous voyez le lien avec l'actualité. Quel est le mécanisme derrière cette dépendance? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on a invité une chercheure qui est très connue dans le domaine. Elle est vraiment internationalement connue pour ce qui concerne tous les récepteurs aux opiacés, Brigitte Kiefer. Elle est professeure au département de psychiatrie de l'Université McGill. Elle est au Canada depuis 2014. Elle est aussi chercheure à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas de l'Université McGill. Et elle est titulaire de la chaire Monique H. Bourgeois sur les troubles envahissants du développement. Avant, elle était en France, elle a fait ses études à Strasbourg, elle a enseigné 17 ans à l'Université de Strasbourg, elle a ensuite dirigé un laboratoire à Strasbourg avant de venir ici au Québec. Elle a, pour ses travaux sur les récepteurs des opiacés, elle a gagné, quand je vous disais qu'elle est connue, elle a gagné de très nombreux prix, dont le prix L'Oréal UNESCO 2014 pour les femmes et la science. Et ce soir, c'est une de nos conférences dans la série Femmes et Sciences. Elle a eu aussi le prix La Monica de neurologie qui est décerné par l'Académie des sciences de Paris. Et bien sûr, elle est membre de cette Académie des sciences. Donc, juste un dernier mot pour remercier le partenaire de cette soirée qui est L'Oréal Canada. On les remercie de leur soutien. Et je cède la parole à Brigitte Kiefer. Bonne soirée. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonsoir, merci à vous d'être venus. Je vois que le sujet des opiacés, de leur mode d'action intéresse beaucoup de monde, donc j'espère que je vais pouvoir répondre à votre attente ce soir. Donc, comme disait Sophie, j'ai fait beaucoup de ma recherche en France, la plupart de ma recherche en France, et je suis venue ici il y a quelques années, et je travaille actuellement au Douglas, au centre de recherche qui est dans un hôpital psychiatrique. Et mes centres d'intérêt sont en gros la dépression et l'addiction. Alors, donc je suis une biologiste, je ne suis pas un médecin, d'accord? Je voulais annoncer ça tout de suite. Donc je vais vous faire 8 petites histoires. Je vais vous faire une petite introduction sur les maladies mentales parce que je pense que j'ai un petit message à faire passer là. Ensuite, je vais vous définir un peu ce que sont les addictions, vues par différents corps de métier. Je vais focaliser ensuite sur l'opium, la morphine, les opiacés et les récepteurs. Je vais vous parler de l'historique de ce système neurotransmetteur qui est au cœur de l'addiction. Ensuite, plus de mécanismes. Est-ce qu'on peut développer un analgésique qui n'est pas euphorisant ? Qu'est-ce que la tolérance? Je vais vous parler d'un des mécanismes de tolérance qu'on a découvert. Qu'est-ce que la dépendance? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Et puis après, je vais sortir un petit peu des opiacés pour vous parler un peu, pour généraliser un petit peu à d'autres drogues d'abus. Et finalement, une petite conclusion sur les traitements d'aujourd'hui et de demain. Alors, pour l'introduction, je voulais parler un peu de psychiatrie, de la maladie à la biologie. Les maladies psychiatriques font peur. Ce sont des maladies du comportement. Et en fait, elles sont assez mystérieuses et difficiles à appréhender. Contrairement au cancer ou au diabète ou à des maladies cardiovasculaires qu'on peut mesurer, on peut faire un test, on peut savoir exactement ce qui se passe. Pour les maladies mentales, on a beaucoup de mal à finalement quantifier et objectiver la maladie. On ne peut que mesurer un certain nombre de symptômes de déficit du comportement et il a fallu quand même, ce n'est qu'assez récemment, je dirais une vingtaine d'années, que les psychiatres et les médecins ont commencé à admettre que c'était peut-être en fait des maladies du cerveau. Et ça, c'est un message que je tiens à passer parce que la dépression, la schizophrénie, la toxicomanie, ce sont des maladies du cerveau. Et il y a de la biologie derrière, donc ça veut dire qu'on peut comprendre ce qui se passe et ça veut dire qu'on peut aussi développer des traitements. Alors le cerveau, oui, c'est l'organe le plus sophistiqué du corps. Ce que je vous montre là, c'est des petites choses qu'on trouve sur Internet. Qu'est-ce que c'est que le cerveau? De quoi c'est constitué? Est-ce qu'on le représente comme un puzzle, comme un circuit, un mélange de rouages?
En fait, les études d'imagerie avec des appareils récents, vous savez, quand vous allez par exemple faire un scanner du cerveau avec de l'imagerie par résonance magnétique, on peut faire une description très précise de l'anatomie du cerveau. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est des fibres. On voit des faisceaux de fibres, c'est très très beau d'ailleurs, qui vont un peu dans tous les sens et qui composent le gros de la masse du cerveau. Et en fait, si on zoome un petit peu, on va voir que chacune de ces fibres est accrochée, c'est en fait la partie d'une cellule. Cette cellule, c'est un neurone. Donc ce que vous voyez là, je n'ai pas de pointer, mais ce que vous voyez là en bas, là, en fait, c'est des corps cellulaires. Chacun des neurones a des prolongements. Et ces prolongements forment des faisceaux de fibres qui vont d'une région du cerveau à l'autre. Et donc, quand vous voyez les fibres, ce sont des prolongements de neurones. Et donc, en fait, le cerveau, il est constitué de ces cellules assez curieuses qui, en fait, elles sont très, très spéciales. Il n'y en a pas d'autres comme ça dans le corps. Et d'ailleurs, chez le cerveau adulte, elles ne vont pas se multiplier. Vous avez une certaine quantité de neurones et c'est le même nombre pour la vie, à peu près. Hein. Il y a très, très peu de neurogénèse. Et ce que je vous montre là, en fait, c'est en haut, c'est une image. Celui-là, je ne vais pas trop me retourner, mais ça, ce que vous voyez là, c'est un marquage qui a été fait en 1888. Alors, c'est il y a longtemps. En 1888, un monsieur qui s'appelle Ramon Caral et qui est le père de l'anatomie du cerveau a trouvé une méthode de coloration qui a révélé cette structure assez incroyable de ces cellules nerveuses. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau est composé de millions de neurones et que chacun des neurones, en fait, reçoit l'information d'à peu près 10 000 autres neurones et envoie de l'information. Et toute la communication cellulaire se fait par les connexions des neurones entre eux. Il y a donc dans notre cerveau des milliards de connexions. Et c'est ces connexions qui changent constamment et qui donnent la plasticité de notre cerveau, qui font qu'on apprend, qui font qu'on évolue, etc. Donc, la version de Caral en 1888, c'était ça. Aujourd'hui, il y a des grands projets internationaux. Donc, il y a les projets nord-américains, il y a des projets japonais, il y a des projets européens pour essayer de décrire ce qu'on appelle le connectome, c'est-à-dire comment ces millions de neurones sont connectés entre eux. Parce qu'on pense que c'est là la clé pour comprendre le comportement. Ce ne sont pas des cellules qui vont faire que vous sentez, vous respirez, vous pensez, etc. C'est la manière dont les cellules se parlent entre elles. C'est ça qui est à la base de la perception, des sensations, des émotions et des actions. Alors maintenant, alors là, vous aviez des cellules, maintenant je vais zoomer un petit peu. Je vais encore zoomer dans ce cerveau. Et je vous ai fait un petit schéma, là je l'ai fait moi-même, de 2 neurones. Voilà, alors là vous avez un neurone qui a toutes ces dendrites, c'est les prolongements qui reçoivent l'information, et son unique axone qui va parler au neurone suivant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les neurones ne se touchent pas. Donc quand un neurone reçoit une information, il y a un champ électrique. C'est une impulsion électrique. Quand il va décider de s'activer, il va envoyer un message électrique, mais il ne touche pas l'autre neurone. Donc ce qui se passe à l'autre bout, c'est que là, le courant électrique va finalement produire le relargage d'une molécule, d'un messager chimique qu'on appelle un neurotransmetteur. Ce neurotransmetteur va trouver en face, donc ça se passe dans une synapse, ces 2 neurones tout près l'un de l'autre, va trouver en face une plus grosse molécule qu'on appelle le récepteur du messager. Et donc ce qui va se passer, c'est que le messager, il va avoir une forme telle qu'il va pouvoir s'emboîter dans une molécule du neurone suivant et activer ce récepteur. Donc le messager va se lier, activer, du coup ça va activer ce neurone ou l'inhiber en fonction du neurotransmetteur. Et donc ce deuxième neurone va lui-même déclencher ou non une propagation électrique
etc., etc. Alors pourquoi est-ce que cette notion de synapse et de messager chimique et de récepteur est très importante? Parce que c'est là qu'on va parler de médicaments et de drogues. Il faut savoir que la plupart des médicaments qu'on trouve dans les pharmacies, des molécules qui vous permettent de vous soigner, alors pour n'importe quelle maladie, pas seulement des maladies du cerveau, eh bien, ces molécules sont en général des activateurs ou des bloquants de récepteurs. Ce qui veut dire que vous pouvez exposer le cerveau à une molécule si cette molécule que vous avez inventée, que vous avez trouvée, que vous avez imaginée, que vous avez synthétisée, si cette molécule, vous l'administrez à l'individu, elle va trouver le récepteur et elle va prendre la place du transmetteur naturel. Ce qui signifie que vous pouvez artificiellement activer des neurones ou les inhiber. Ça dépend de la molécule que vous synthétisez. Donc vous pouvez activer ou bloquer ce récepteur artificiellement. Et c'est ce que font les drogues d'abus. Et c'est ce que font les médicaments. C'est ce qu'on appelle la pharmacologie, c'est-à-dire le développement de molécules synthétiques qu'on va administrer à un organisme et qui vont, en se liant à des récepteurs, finalement modifier le fonctionnement de la cellule, puis de toutes les cellules autour, puis de l'organe, puis de l'organisme. Donc ça, c'est la base de la molécule et du récepteur. Donc, juste pour terminer cette petite introduction sur la psychiatrie et les maladies du cerveau, je voudrais simplement conclure que si aujourd'hui on veut soigner les maladies psychiatriques, incluant l'addiction, eh bien, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne la biologie. Alors, moi, je vais vous parler de recherche fondamentale. La recherche fondamentale, elle se fait rarement chez l'homme, elle se fait essentiellement chez l'animal, parce que, comme je vais vous le montrer, on peut manipuler le système et trouver les conséquences des dysfonctionnements comportementaux, ce qu'on ne peut jamais faire chez l'homme. On ne peut pas manipuler le cerveau, on ne peut que observer et essayer de catégoriser, de corréler, de relier, mais on ne trouvera jamais la cause. Alors, l'addiction. Excusez-moi. L'addiction, les addictions, la toxicomanie, ça a plusieurs noms. Elle est définie pour le psychiatre, pour le clinicien, par une série de symptômes. Comme pour toutes les maladies psychiatriques, il existe ce gros livre qu'on appelle le DSM-5, c'est le livre du diagnostic des maladies psychiatriques. Et dans le cas de l'addiction, il y a, je vous ai pas fait la liste des symptômes, mais en gros, vous allez répondre à 11 questions. Et si vous êtes positif sur 3 des questions, on vous catégorise toxicomane ou dépendant. En gros, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que lorsque vous arrivez au stade où la consommation de drogue a pris le pas sur tout et crée des dommages pour vous-même, pour votre environnement, pour la société et que vous êtes incapable de travailler, en général, vous êtes passé de l'autre côté et vous pouvez être considéré toxicomane. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les addictions comprennent des addictions à toutes sortes de choses, que ce soit des substances ou d'autres choses. Il y a les addictions aux substances illicites, donc moi je vais vous parler d'opiacés. Il y a opiacés, stimulants comme les amphétamines, la cocaïne. Il y a le cannabis aussi, toujours illicite pour le moment ici. Il y a les substances autorisées qui sont tout aussi addictives et toxiques, je dirais, que sont l'alcool et le tabac. Et puis, il y a des comportements qui sont addictifs, comme l'addiction au jeu, par exemple, l'addiction au sexe, ou certains comportements alimentaires aussi relèvent de comportements compulsifs, si vous voulez. Mais je vais vous définir ça un petit peu mieux tout de suite. Les psychologues ont défini l'addiction. Alors ça, c'est une façon simple de comprendre ce qui se passe. Qui est représenté ici. Alors j'ai mis la référence de Koubb et Folkoff, qui sont des grands dans le domaine et qui ont conceptualisé l'addiction de cette manière. Tout commence par ce qu'on appelle l'usage récréatif ou l'usage social. Vous avez tous consommé de l'alcool ou consommé d'autres drogues à usage récréatif. Le but, c'est de ressentir une certaine euphorie, ça fait plaisir, on est bien, on est en société, etc.
Il faut savoir que de tout temps, les hommes ont utilisé des drogues récréatives et que ça ne veut pas dire que parce qu'on utilise une drogue récréative, on va devenir toxicomane. Seulement dans à peu près 10 à 15% des cas, la consommation dérape et se transforme en toxicomanie, quelle que soit la drogue. C'est ce que disent les statistiques. Donc, ce qui va se passer, c'est là où j'ai mis perte de contrôle, c'est qu'à un moment donné, pour certains individus, la consommation va augmenter. L'individu va se mettre à consommer plus que de raison, si j'ose dire, beaucoup plus. Et ça va entraîner, donc si on poursuit, ça va entraîner un état extrêmement désagréable lorsque la drogue est éliminée de l'organisme. Et en fait, vous pouvez très bien imaginer ce que ça peut être quand on a passé une soirée extrêmement arrosée, trop arrosée. Le lendemain, vous n'êtes vraiment pas bien. C'est une façon de dire que vous êtes dans un état de sevrage, en quelque sorte. Bon, c'est sûr que si vous ne consommez pas souvent, vous n'aurez pas véritablement de sevrage. Ça va passer assez vite. Mais pour la personne qui consomme énormément, j'appelle ça binge intoxication, pour cette personne, l'état, lorsque la drogue quitte le corps, se développe un sevrage. Il y a quelque chose qui a changé et on ne se sent pas bien du tout. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va passer à l'étape suivante et on va rechercher de la drogue et reconsommer. Alors au début, on consomme parce qu'on a l'effet euphorisant, mais au fur et à mesure qu'on répète le cycle, on va de plus en plus consommer pour éviter le sevrage, plutôt que pour chercher le plaisir. Et c'est ce qu'on appelle le cycle des addictions. C'est comme un cercle vicieux. Et après, plus on consomme, plus on se sent mal, plus on consomme. Alors, sortir de ce cercle vicieux, c'est extrêmement difficile. Et c'est tout le défi, en fait, pour le toxicomane et pour le clinicien. Comment peut-on faire pour sortir de là et maintenir une abstinence prolongée? Ça, c'est justement ce qu'on essaye de faire quand on fait un traitement. C'est extrêmement difficile parce que l'abstinence prolongée, on la connaît bien chez l'homme, elle se caractérise par des troubles de l'humeur, par une grosse irritabilité, par une réactivité au contexte qui est exacerbée. Je vous décrirai ça un peu plus tard en vous montrant où ça se passe dans le cerveau. Et donc, maintenir une abstinence prolongée, c'est extrêmement difficile. Alors, pour le biologiste, eh bien, tout ça se déroule dans le cerveau et il se passe donc tout un tas de choses avec les neurotransmetteurs, les récepteurs et les neurones qui font qu'on passe de A à B à C, etc. Alors, moi, je vais vous parler du système opioïde parce que c'est un système dans notre cerveau qui est central pour le développement de cette pathologie. Alors, on va commencer par la morphine. D'ailleurs, je vais commencer par le début. On ne connaîtrait pas le système opiacé aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'opium. Probablement, on ne le connaîtrait pas, je pense. Donc, je vais vous faire une petite historique. Vous savez que l'opium est utilisé ou a été utilisé pendant des millénaires et aussi loin qu'on peut remonter dans l'histoire des écrits dans l'Antiquité, l'opium était utilisé parce que l'opium, visiblement, est une substance qui guérit tous les maux. C'est ainsi que c'est décrit, en fait, dans les anciens écrits. L'opium soulage la douleur, tous les types de douleurs, douleur physique, douleur mentale, douleur sociale, tous les types de douleurs que vous pouvez imaginer. En fait, effectivement, l'opium soulage la douleur et il est aussi euphorisant. Alors, essayez de comprendre comment l'opium peut produire cet effet sur la personne, et en l'occurrence sur le cerveau. Ça a occupé des scientifiques pendant 2 siècles. Alors, je vais vous parler de la plante aux récepteurs et après, je vais vous parler des 3 récepteurs. Alors, en 1805, donc ça fait plus de 2 siècles, un chimiste allemand se met à séparer toutes les molécules qui sont dans l'opium parce que l'opium, bien sûr, c'est une sève de plante qui contient des milliers de molécules différentes. Et Serre-Turner arrive à identifier la morphine, la molécule dont vous voyez la structure ici, à identifier la morphine comme étant le principe le plus actif qui est responsable de l'effet analgésique. Alors quand je dis analgésique, ça veut dire antidouleur, d'accord ? Et de l'effet euphorisant de l'opium. Alors à partir du moment où on avait identifié la molécule, évidemment,
il s'est passé deux choses. La première chose, c'est qu'on s'est dit, tiens, on pourrait utiliser la morphine en clinique. En 1850, on a inventé la seringue hypodermique, et à partir de 1850, on a utilisé, au lieu de donner de l'opium aux patients, on injecte de la morphine. C'est beaucoup plus efficace, évidemment, parce que c'est la molécule pure, et on peut ainsi traiter des douleurs extrêmement sévères. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu des coliques néphrétiques, par exemple, ou se sont retrouvés aux urgences dans des cas de douleurs terribles. Lorsqu'on vous administre de la morphine, la douleur disparaît instantanément. On peut vous couper un bras. Sous morphine, vous ne sentirez absolument rien. D'accord ? Donc, c'est l'analgésique le plus efficace qui existe au monde, aujourd'hui encore. Alors, l'autre aspect, c'est que, évidemment, on aimerait bien que ce ne soit pas euphorisant. Comme ça éviterait d'avoir un analgésique qui produise un comportement de toxicomanie et une dépendance. Donc à partir de ce moment-là, les chimistes ont commencé à essayer de synthétiser des molécules pour essayer de créer l'analgésique non addictif. Et les gens cherchent toujours aujourd'hui. Alors je vais vous mener à ce qu'on fait aujourd'hui, mais en 1898, excusez-moi, je suis vraiment désolée, j'ai un peu la grippe. Toujours en Allemagne, la compagnie Bayer réalise une petite réaction chimique toute simple de diacétylation. Donc on prend la morphine, on ajoute 2 groupements acétyl, très facile à faire, et met sur le marché le premier opiacé non addictif et l'appelle héroïne. D'accord ? Donc l'héroïne est commercialisée pour traiter l'asthme, la toux, tout ce que vous voulez, plein de choses. Et regardez, on pensait que le problème était résolu. Mais le problème n'était pas résolu du tout. Il a quand même fallu 20 ans aux médecins, au corps médical, pour se rendre compte que l'héroïne, en fait, est encore plus addictive que la morphine parce qu'elle traverse, les propriétés physiques de la molécule font qu'elle traverse la barrière hémato-encéphalique beaucoup plus vite, donc elle rentre dans le cerveau beaucoup plus vite et elle provoque un rush qui est cherché par l'héroïnomane, en fait. Donc c'est beaucoup plus addictif. À partir de là aussi, beaucoup de gens comprennent que cette synthèse est très facile et dans les lieux de production d'opium, on prépare de l'héroïne, c'est très facile à faire et on commence à inonder le marché et on a un problème de santé publique d'ordre mondial. Pas seulement de santé publique, mais aussi juridique, de crimes, etc. Alors, je veux vous donner des exemples d'autres molécules qui ont été développées, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est pour ça que je vous les montre. La méthadone a été développée aussi, ça c'est dans les années 60. C'est un opiacé faible et vous avez peut-être entendu parler de traiter des héroïnomanes à la méthadone. En fait, on remplace la morphine ou l'héroïne par cette molécule. La personne est toujours dépendante d'une molécule, mais l'euphorie, il n'y a presque pas d'euphorie et il n'y a presque pas de sevrage. Donc ça permet à la personne de fonctionner presque normalement. Ça s'appelle un traitement de substitution. Le fentanyl, alors le fentanyl, il y a très longtemps, je me souviens, moi j'étais en thèse, je synthétisais dans mon labo des dérivés photolabiles de fentanyl, très facile à synthétiser. Moi je faisais ça pour marquer des récepteurs, c'était à but évidemment de recherche fondamentale. Et vous avez peut-être entendu parler du fentanyl aujourd'hui, on en trouve dans la rue, on en trouve sur Internet. C'est une catastrophe parce que le fentanyl est extrêmement puissant. Donc, peut mener très facilement aux overdoses. Qu'est-ce que c'est qu'une overdose aux opiacés ? Quand la dose est trop forte, on arrête de respirer. On arrête de respirer et l'antidote, c'est la naloxone. Vous avez peut-être entendu parler de la naloxone. La naloxone, contrairement aux autres molécules, c'est un bloquant. Donc quand une personne est en overdose, c'est-à-dire a trop de morphine ou d'héroïne dans le sang, et donc sur les récepteurs, une injection de naloxone va chasser la drogue activatrice des récepteurs, bloquer les récepteurs et vous réveillez le toxicomane en overdose. D'accord ? C'est spectaculaire comme effet. Les toxicomanes en général détestent ça parce que ça les met dans un sevrage phénoménal immédiatement, mais ça les ramène à la vie. Le fentanyl, j'ai oublié de vous dire, le fentanyl, il a été développé pour être utilisé en anesthésiologie. Alors,
Parce que le fentanyl est une drogue à action très courte, il ne dure qu'une demi-heure chez l'homme, une dose de fentanyl, ça dure une demi-heure, les anesthésiologiques le rajoutent dans le cocktail d'anesthésie. Donc quand vous subissez une anesthésie générale, vous allez avoir la molécule qui vous fait perdre conscience et en plus, vous allez avoir l'opiacé, le fentanyl, qui lui coupe la douleur. Ça veut dire que ça vous fait pas perdre conscience, mais ça inhibe la douleur. Donc le fentanyl est classiquement utilisé dans tous les cocktails d'anesthésie générale. Aujourd'hui, il est descendu dans la rue. Je vous montrerai quelques chiffres plus tard. Donc maintenant, je voudrais vous parler de la plante au récepteur, c'est-à-dire comment on a réussi à comprendre ce qui se passe dans le cerveau lorsque ces drogues sont consommées. Alors, il était clair que, vu l'effet des drogues sur les personnes, on pouvait imaginer qu'elles agissent sur le cerveau. Donc, en 1973, donc ça fait plus de 40 ans, maintenant 45 ans, 3 équipes démontrent que lorsqu'on utilise un opiacé radiomarqué et qu'on prend des membranes de cerveau d'un rat, par exemple, on peut montrer que cet opiacé il va se lier sur quelque chose. Donc, de là est née la notion de récepteur, mais on ne savait pas ce que c'était. On savait simplement que sur les membranes des cellules du cerveau, la drogue est capable de se lier. Elle est capable de se lier de façon saturable, c'est-à-dire qu'il y a un nombre fini de sites de liaison, et réversible. Elle se lie, elle s'associe, elle se dissocie. À partir du moment où on a montré que notre cerveau avait des sites de liaison pour ces opiacés, on s'est dit, mais on n'est quand même pas fait, on n'est pas né dans des champs d'opium. Comment se fait-il que notre cerveau ait des sites de liaison spécifiques pour cette molécule ? Et on s'est dit, non, normalement, il doit y avoir dans le cerveau des molécules naturelles, c'est ce que j'appelais le neurotransmetteur tout à l'heure, qui va normalement activer ce récepteur. Et effectivement, en 1975, donc c'est nouveau il y a 40 ans, l'équipe de Hughes et Kosterlitz arrive à isoler des petites molécules qu'on appelle des peptides, c'est comme des petites protéines, c'est plus grand que la morphine, hein, mais c'est quand même, pour des molécules biologiques, c'est petit. Et ces molécules, en fait, sont des molécules que nos neurones sécrètent et sont celles qui, normalement, activent les récepteurs dans la situation normale. On les appelle encéphalines, vous avez peut-être entendu parler de ces noms-là, encéphalines, bêta-endorphines. Les endorphines, c'est un terme qui est connu. C'est un terme qui recouvre toute une série de petites molécules qui, en fait, activent naturellement les récepteurs aux opiacés. Donc, à partir de là, on se dit qu'on a un système qui est capable naturellement d'inhiber la douleur, de produire de l'euphorie et de réguler des états de stress. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails là, mais c'est ce que la pharmacologie nous dit. Donc, si on veut penser à ce système, oui, c'est ça. Si on veut penser à ce système, on peut penser à un système qui est là pour nous apprendre ce qui est bon pour la survie de l'individu et de l'espèce. Vous comprendrez mieux tout de suite. Donc, à partir de ce moment-là, on avait la notion de récepteur. Je reprends les petits schémas de tout à l'heure. On a identifié l'endogène, on a identifié l'exogène, on connaît la drogue artificielle et la drogue naturelle, mais on n'avait aucune idée de ce que pouvait être ce récepteur. Qu'est-ce que c'est que cette molécule ? On n'arrivait pas à l'isoler. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les années 80, ont apparu ce qu'on appelle les méthodes de biologie moléculaire, dans lesquelles on n'allait pas chercher les molécules elles-mêmes, on allait chercher les gènes qui codent pour les molécules. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir accès aux molécules. Donc c'est comme ça qu'on a trouvé dans les années 80 qu'il y a 3 gènes qui codent pour tous ces peptides. Alors ça, c'est des structures de peptides, ça vous dit probablement rien. Mais ce que ça dit, c'est qu'il y a une partie, tous ces peptides ont en commun une petite partie qui va se lier au récepteur et qui s'appelle tyrosine, glycine, phénylalanine. Voilà. Et en 90, ont été isolés, et donc c'est là que moi j'ai démarré ma carrière en isolant le premier gène qui codait pour un récepteur aux opiacés. Donc à partir du moment où on a le gène, on n'a pas encore la structure de la protéine, mais on peut utiliser ce gène pour plein de choses. On peut par exemple en produire des grandes quantités artificiellement dans des cellules, cristalliser la protéine
et identifier la structure du récepteur. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est pour vous expliquer qu'il a fallu encore 20 ans. Donc, il a fallu 20 ans pour aller de la notion de site de liaison à l'identification du gène du récepteur, et il a fallu encore 20 ans pour savoir à quoi ressemble le récepteur atome par atome. Et là, vous voyez qu'il y a 3 récepteurs aux opiacés, il n'y en a pas un. Il s'appelle mu, delta et kappa. Et ce que vous voyez ici, c'est la structure moléculaire. Ces récepteurs ressemblent à... C'est comme 7 hélices d'atomes qui forment un petit bouchon qui est inséré à la surface du neurone dans la membrane. C'est à ça que ressemble un récepteur aux opiacés. Alors, à partir de là, comme je vous ai dit, on s'était bien rendu compte en utilisant divers opiacés et en étudiant leurs effets sur des animaux, sur les hommes aussi d'ailleurs, que ces récepteurs font plein de choses. Alors la question était, qui fait quoi? On a mu, delta, kappa, qui lie normalement des encéphalines ou des opioïdes endogènes. Quel est le rôle de chacun des 3 récepteurs? Évidemment, l'idéal, ça aurait été qu'on ait un récepteur qui fasse de l'analgésie, un autre récepteur qui fasse de l'euphorie. Comme ça, on pourrait travailler pour développer une molécule qui active l'un et pas l'autre. C'est malheureusement pas ce qu'on a démontré. Alors, juste pour vous dire, c'est là que j'arrive chez la souris. Pourquoi la souris? Pourquoi est-ce que beaucoup d'études en neurosciences se font chez la souris? Les petites souris font plein de choses. D'abord, elles sont très petites, hein, on est d'accord. Ça, c'est un cerveau humain. Puis le cerveau de souris, il est là. Hein, c'est ce petit truc-là. Mais ces souris, elles ont, leur génome est à 85% identique au génome humain. Et elles peuvent développer un tas de comportements qui nous disent comment elles se sentent, comment elles... je vais vous montrer des exemples de comportements pour comprendre ce qui se passe. Elles peuvent courir, elles peuvent apprendre, elles peuvent faire plein de choses. Donc, idéalement, on doit pouvoir manipuler le génome. Donc, c'est le seul mammifère dans lequel on peut manipuler le génome et mesurer le comportement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a manipulé le génome d'une petite souris et on lui a enlevé le gène qui code ou qui produit le récepteur mu. Alors parlons de mu. Vous vous rappelez mu delta kappa. On peut tester chez la souris l'analgésie morphinique. Je peux injecter chez la souris de la morphine et tester si elle a moins mal. On fait ça, c'est très simple. On trempe la queue de la souris dans de l'eau un peu chaude. De l'eau chaude, si vous mettiez votre doigt dedans, vous diriez « aïe ». La souris, elle met sa queue dans l'eau, elle retire la queue, elle dit « aïe ». Okay, elle ne dit pas « aïe », mais on peut mesurer le temps qu'elle met à réagir. Quand elle est sous morphine, elle ne réagit pas. Elle laisse sa queue dans l'eau chaude jusqu'à ce qu'elle brûle. Donc ça, c'est une façon... Bon, évidemment, on la retire avant. Hein, mais c'est une façon de mesurer l'analgésie. On peut mesurer si une drogue est euphorisante chez la souris. Elle peut très bien nous le montrer. On peut lui administrer, ça se rappelle la préférence de place. On a 2 compartiments qui se différencient par leur aspect. On peut lui administrer de la morphine un jour dans un compartiment, et puis rien un autre jour dans l'autre compartiment, et puis on lui redonne la morphine dans le premier compartiment, rien dans le deuxième compartiment. On fait ça 3 fois, et le 6e jour, on lui ouvre les portes, et elle va immédiatement courir dans le compartiment où elle recevait de la morphine. Elle nous dit qu'elle aimait ça. D'accord? Donc, je vous parle de façon un peu, comment dire, pas vulgaire, mais c'est simplifié, ultra simplifié. Mais ça, c'est une façon de mesurer si une drogue est renforçante, fait plaisir. Si vous administrez à l'animal une drogue qu'il n'aime pas du tout, il va aller dans l'autre compartiment. Donc, c'est une façon de mesurer ce qu'on appelle la récompense. Est-ce que la drogue est récompensante? On peut aussi mesurer la dépendance parce qu'on peut administrer à cet animal des doses importantes de morphine tous les jours, comme le ferait un toxicomane. Et puis ensuite, on lui injecte le bloquant naloxone et elle va montrer un sevrage physique évident qu'on peut scorer. Elle va claquer des dents. Elle va faire tout ce que fait un héroïnomane en manque, en fait. Et on peut le scorer. On peut aussi mesurer l'effet chez cette souris, l'effet de la morphine sur la respiration.
Et si on lui donne trop de morphine, elle va arrêter de respirer. On peut mesurer l'effet de la morphine sur le transit gastro-intestinal. Il est très connu, et ça c'est un problème en clinique, que les traitements morphiniques bloquent complètement le transit. Et c'est un vrai problème que les médecins doivent régler. Et puis elle est aussi immunosuppressive. Bref, tout ça on peut le mesurer chez cette souris. Si j'enlève le gène qui code pour le récepteur mu, donc j'ai juste enlevé une seule molécule de son cerveau, la morphine n'a plus aucun effet. Plus analgésique, plus euphorisante, plus de dépression respiratoire, plus rien. Alors ça a été très important. On a publié ça il y a déjà une vingtaine d'années, parce que ça dit quoi? Ça nous dit d'abord que c'est bien le récepteur mu qui est le récepteur de l'analgésie, et on a démontré ensuite que c'est bien le récepteur mu qui est le récepteur de tous les analgésiques qu'on utilise en clinique. C'est pas delta, c'est pas kappa, c'est mu. Et la deuxième chose, c'est qu'un seul et même récepteur produit à la fois les effets thérapeutiques et les effets indésirables. Si j'enlève le récepteur, j'enlève tout. Donc, ça nous mène à la conclusion que si je développe une drogue qui active ce récepteur, je vais nécessairement produire de l'analgésie, mais aussi tous les autres effets. Donc ça c'est ce qu'a démontré la recherche. Ça a été un problème, mais on va s'en sortir. Alors, je vais juste continuer sur les 3 récepteurs, et après, je reviens à cette question de séparer l'analgésie et l'addiction. D'accord ? Donc, quand on a enlevé ce récepteur mu, on a constaté aussi que les souris n'étaient plus intéressées ni à l'alcool, ni au cannabis, ni à la nicotine. Parce que, de la même façon, on peut administrer ces autres drogues aux souris et elles vont montrer de la préférence de place, ou elles vont même s'auto-administrer. Elles vont aimer ça, et elles nous le montrent. Quand j'enlève ce seul récepteur de la morphine, j'enlève toute la récompense de toutes les drogues d'abus. Alors ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'il y a un élément commun qui est finalement le driver, le conducteur de l'usage récréatif des drogues, qui est le médiateur d'euphorie. Ça veut dire que ces différentes drogues, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, agissent sur leur propre récepteur, mais quelque part, elles vont produire du relargage d'encéphaline sur ce récepteur mu, qui lui va produire une euphorie. Si j'enlève le récepteur, plus aucune drogue n'est euphorisante. Donc il y a des points communs entre les effets euphorisants de différentes drogues d'abus. Alors on s'est posé la question aussi de savoir si finalement ce récepteur, il est aussi le récepteur des récompenses physiologiques. Alors pourquoi est-ce que je vous disais tout à l'heure que c'est un système qui est important pour la survie de l'espèce? C'est que la récompense, c'est un phénomène aussi fondamental que la punition pour apprendre. Quand on apprend, si quelque chose est récompensant, on va refaire. Si un stimulus fait plaisir, ça veut dire continue, refais-le, c'est bon pour toi. Si un stimulus est très aversif, on va surtout éviter de reproduire la situation. Le récepteur mu, c'est le récepteur de la récompense, à savoir, qu'est-ce qui est naturellement récompensant? Il faut bien qu'on mange. Si le bébé ne mange pas, il va mourir. Là, manger, ça doit être appétitif. C'est j'ai pas les mots en français, excusez-moi, un incentive pour manger. L'activité sexuelle, elle est indispensable pour le maintien de l'espèce. Il faut que l'activité sexuelle soit récompensante. Et finalement, l'interaction sociale, vous savez tous que l'interaction sociale, normalement, est récompensante. On aime se retrouver entre amis, on aime interagir. Ces trois aspects de la vie sont des aspects qui activent des systèmes de récompense, comme le font les drogues d'abus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé des petits bébés qui n'ont pas le récepteur mu. Et on a constaté que ces petits bébés s'attachaient beaucoup moins à leur mère. Alors, comment on peut expliquer ça? Là, on rentre dans la récompense naturelle de l'interaction sociale. En principe, le comportement maternel doit être plaisant pour le bébé, pour que le bébé en redemande. Et c'est comme ça que le lien mère-enfant se crée.
C'est pareil pour entre adultes, etc. Je prends juste cet exemple-là. La façon dont on interprète le résultat, c'est que les petits bébés qui n'ont pas de récepteur mu, eh bien, finalement, ne perçoivent pas ou ne ressentent pas le comportement maternel comme euphorisant ou récompensant. Donc, pas de réaction en retour. Donc, le lien a beaucoup plus de mal à se créer. Ça, c'est intéressant parce que ça nous a permis, en fait, de montrer aussi que ces petits bébés devenus adultes ont un comportement de type autistique. Donc, tout ça pris ensemble, ça nous dit quoi? Ça nous dit que ces récepteurs-là sont essentiels pour médier les récompenses naturelles et aussi les récompenses artificielles. Ça, c'est récepteur mu. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Oui. Alors, les récepteurs. Alors, je vous rappelle qu'on a un delta et un kappa. On a, en isolant les gènes, on en a trouvé 3 qui tous lient ces peptides opioïdes endogènes. Donc, on a fait la même chose. On a testé des souris qui n'ont pas de récepteur delta. On leur a proposé des drogues, mais dans ce cas-là, ça ne changeait pas grand-chose. En fait, la morphine était toujours aussi récompensante. Le THC, le cannabis récompensant, l'alcool même plus récompensant, la nicotine un peu moins. Donc ce récepteur-là, qui est aussi un récepteur des encéphalines, n'est pas du tout impliqué ou est très peu impliqué dans la récompense. En revanche, quand on teste ces souris dans des tests d'anxiété et de dépression, alors juste pour vous, c'est intéressant à savoir, si on veut tester le niveau d'anxiété dans un animal, on va le mettre dans une boîte claire-obscure. Et ce qui va se passer, c'est que l'animal va passer beaucoup plus de temps dans l'espace obscur parce que c'est rassurant que dans l'espace clair. Si vous donnez un anxiolytique à cet animal, il va avoir tendance à sortir vers l'espace clair. Nos souris, elles restent dans l'espace sombre. Donc, c'est aussi simpliste ce que je vous dis là. Il existe toute une série de tests qui permettent de mesurer des niveaux d'anxiété chez les animaux. Et de la même façon, il y a toute une série de tests qui permettent de mesurer ce qu'on appelle le comportement de désespoir. Là, en l'occurrence, elle n'est pas désespérée, la souris, hein, mais on va mettre une souris, on va lui demander de nager dans une petite piscine, et puis elle va essayer de sortir. Au bout d'un moment, elle se rend compte qu'elle ne peut pas sortir, alors elle fait la planche. Elle ne se bat plus pour sortir. Quand on donne un antidépresseur à cet animal, il va se battre beaucoup plus longtemps pour pouvoir sortir. Donc ça, c'est des modèles qu'on utilise pour développer des médicaments. Et on s'est rendu compte en utilisant ces modèles que quand on enlève delta, les souris sont anxieuses et dépressives. Ça, c'était intéressant. C'est un autre domaine de la psychiatrie, je dirais. Et à partir du jour où on a publié ça, les molécules activatrices de récepteurs delta qui étaient en développement dans les compagnies pharmaceutiques pour traiter la douleur chronique, ces molécules sont passées en essais cliniques pour la dépression. Donc il y a eu des essais cliniques pour traiter la dépression avec des molécules qui activent delta. Pour le moment, ça n'a pas été couronné de succès. Mais il y a beaucoup d'autres raisons, on peut en discuter plus tard, qui font qu'une molécule qui marche très très bien dans la recherche fondamentale, où on dit préclinique chez l'animal, ne marche pas en essai clinique. En psychiatrie, ça arrive tout le temps. Alors maintenant, si je reviens sur mon petit schéma de toxicomanie, ce qu'il faut retenir, donc le message finalement de ces 3 récepteurs aux opiacés, c'est que le récepteur mu, c'est le récepteur de la récompense, donc c'est lui qui va finalement créer ou entraîner la consommation. Le récepteur delta, c'est probablement un récepteur qui va aider à diminuer l'état émotionnel négatif du sevrage. Et je ne vous ai pas parlé du 3e, parce que ça prendrait trop de temps. Ce 3e récepteur, il est intéressant parce que c'est l'opposé de mu. Activer mu, euphorie. Activer kappa, aversion. Les 3 récepteurs diminuent la douleur. On peut activer mu, delta ou kappa, on diminue la douleur. Mais quand on active mu, on est euphorisant. Quand on active kappa, on dit dysphorisant. Et en fait, il y a une vingtaine d'années, on s'est dit, voilà une idée formidable, on va développer des agonistes ou des activateurs de kappa, parce qu'on va faire de l'antidouleur, mais il n'y aura pas de dépendance, puisque les gens n'aimeront pas ça.
Donc il y a eu des essais cliniques et en fait ils se sont arrêtés net parce que les gens consomment une fois mais pas 2 fois. C'est tellement aversif que les gens veulent juste pas en consommer. Donc c'était pas une bonne piste pour essayer de développer un antidouleur non addictif. Alors maintenant je reviens à cette question de séparer l'euphorie de l'analgésie. Alors, oui. Là, j'ai fait ce matin une toute petite revue avec quelques chiffres pour parler de la crise aux opiacés du fentanyl, c'est-à-dire l'actualité aujourd'hui. Les opiacés sont revenus vraiment au devant de la scène, tout simplement parce qu'il y a eu tellement de prescriptions d'opiacés. Alors ça, c'est des chiffres pour les États-Unis. On va dire que c'est vrai au Canada aussi. C'est très fort, le problème en Amérique du Nord. Ce n'est pas encore en Europe, ça peut venir. Mais il y a eu tellement de prescriptions d'opiacés pour traiter la douleur que beaucoup de gens sont devenus toxicomanes sans vraiment le vouloir. Donc beaucoup plus que le petit 10% dont je vous parlais des gens qui utilisent en récréatif. Donc juste quelques chiffres. En 2016, moi je le vois là, 34% de la population américaine a utilisé des opiacés prescrits par le médecin. Donc, j'ai entendu d'ailleurs dans un reportage, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais qu'actuellement dans les pharmacies à la maison, chez les Américains, il y a de quoi traiter chaque Américain pendant 3 semaines, tellement les opiacés ont été prescrits. La conséquence, c'est qu'une grande partie des gens, et là vous avez 11 millions, les utilisent de façon inappropriée, on dit misuse, ça veut dire les utilisent non pas pour traiter la douleur, mais juste pour les utiliser. Et parmi ceux-ci, il y en a 2 millions qui ont développé un problème d'addiction. Alors, qui dit addiction dit overdose et mort par overdose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 2000 et 2016, il y a eu 600 000 décès par overdose aux opiacés aux États-Unis, dont 200 000 sont liés à de l'utilisation d'opiacés prescrits par les médecins. Je parle surtout d'oxycodone, par exemple. Et que ces chiffres ont augmenté de façon alarmante, parce qu'en 2016, il y en avait 2 fois plus qu'en 2015 et 5 fois plus qu'en 1999. Donc ça, c'est en augmentation. Et il y a donc 115 à 118 personnes qui meurent par jour, donc 46 avec des opiacés prescrits. C'est dire que le gouvernement, Trump ou pas Trump, ce n'est pas la question, le gouvernement américain, la Maison-Blanche, a décidé, vous pouvez aller sur ce site web, à décréter la crise opiacée comme une urgence de santé publique. Alors le fentanyl, du coup, qui maintenant est tellement facilement accessible, est très utilisé justement par les personnes qui sont devenues toxicomanes, un peu malgré elles, et le fentanyl est donc responsable de beaucoup d'overdoses. Alors, est-ce qu'on peut développer un analgésique maintenant qui ne serait pas addictif? Donc j'en reviens à ça. On veut traiter la douleur, mais on ne veut pas d'addiction. Donc vous vous souvenez, donc juste pour vous rappeler, je vous ai remis le petit schéma où je dis que si j'enlève ce récepteur de la morphine, j'enlève tous les effets de la morphine. Donc ça c'est la vue, très simpliste qu'on avait il y a 20 ans de la drogue et de son récepteur. C'est clair que si j'active le récepteur et que le récepteur est responsable de tout ça, je vais forcément faire tout ça. Mais heureusement, depuis 5 à 10 ans, on a une vision un peu plus flexible de ce qu'est le récepteur. Le récepteur, c'est une molécule biologique qui a une forme, je vous ai parlé d'une forme comme un petit bouchon dans la membrane cellulaire, qui a une forme qui est très dynamique. Et en fait, ce qu'on a demandé récemment, ce qu'on a montré récemment, c'est que comment est-ce qu'il marche le récepteur en fait? Qu'est-ce qui se passe quand j'active le récepteur? Ça, c'est la surface de la cellule. Il est là. Eh bien, quand le ligand ou la drogue va se lier, à l'intérieur de la cellule, il y a toutes sortes d'autres molécules qui vont répondre. Et que ça va lancer des cascades d'événements dans la cellule qui vont changer l'activité du neurone. Et on a montré finalement que différentes drogues qui se lient à un même récepteur pouvaient stabiliser une forme différente du récepteur qui, à son tour, va activer des effecteurs différents. Ça s'appelle de l'agonisme biaisé, c'est un terme un peu compliqué, mais ce que ça dit, et ça ouvre l'espoir, que finalement, même avec le récepteur mu, si on considère ce récepteur-là, qui fait de l'analgésie,
on peut peut-être, en choisissant bien la drogue, activer une voie qui serait analgésique et essayer d'éviter d'activer des effecteurs dans la cellule qui pourraient mener à l'euphorie. Alors ça, c'est des recherches de l'année dernière, donc c'est ce qu'on fait en ce moment. Donc l'idée, c'est que la morphine, se liant au récepteur mu, active 2 voies, donc ça c'est le nom des effecteurs, si vous voulez, 2 voies, dont l'une est responsable d'euphorie, de dépression respiratoire et de constipation, et l'autre est responsable d'analgésie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on développe, donc les chimistes, maintenant on fait du criblage virtuel. Comme on a la structure atomique de récepteurs résolue, on peut simplement par ordinateur faire lier des millions de molécules et mesurer la force de l'interaction. Donc on peut faire des criblages virtuels, donc ça a été fait par une équipe, 3 millions de molécules, ça peut se faire en quelques jours, et on peut voir quelles sont les molécules qui se lient a priori très fort au récepteur. On regarde ces molécules, on choisit des molécules qui a priori ont des formes très différentes de la morphine pour ne pas reproduire l'effet morphine, et ensuite on va au laboratoire, on en synthétise quelques-unes et on les teste. Et il y a une molécule qui a été synthétisée très récemment par cette méthode qui en fait n'active que la voie rouge là. Et chez l'animal, on a pu montrer que cette molécule est analgésique, qui a très peu de dépression respiratoire et très peu d'euphorie. Donc je dirais que c'est un premier espoir pour essayer de développer des molécules fortement analgésiques mais moins euphorisantes. Voilà, donc ça c'était pour la séparation de l'analgésie et de l'euphorie. Alors tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, c'est des effets aigus, c'est l'effet d'une drogue immédiat. Maintenant, je vais vous parler d'effets chroniques. Parce que, évidemment, vous vous souvenez que je vous ai dit que le toxicomane ou l'addiction se développe après une consommation répétée. Quand on consomme une drogue de façon répétée, il y a 2 phénomènes qui se développent. Il y a un phénomène qui s'appelle tolérance. La tolérance, ce n'est pas juste lié aux opiacés, ça arrive avec beaucoup de médicaments. C'est le fait que, finalement, au fur et à mesure de la consommation, la drogue devient moins efficace. On dit que le corps devient tolérant. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est un mécanisme qui explique la tolérance. Alors, l'exemple, il est sur le récepteur delta. Ce serait pareil pour mu. J'ai des plus belles images pour delta, donc je vous le montre pour ce récepteur. On a pu créer un animal. Alors ça, c'est une manipulation génétique assez compliquée, donc je ne vais pas vous l'expliquer là. Il faut 4 ans pour faire une souris comme ça. Ce qu'on a créé, c'est un animal qui produit naturellement un récepteur, mais il est fluorescent, donc on le voit. Donc, à la place du récepteur normal, qu'on ne voit pas, le récepteur, maintenant, il fonctionne très bien et en plus, on le voit. Donc, on a des très belles images. On peut voir dans le cerveau où est le récepteur. On peut voir sur quelle cellule est le récepteur. On peut même voir le récepteur à la surface de la cellule. Et voilà une cellule où vous voyez le récepteur. Vous voyez, la fluorescence, c'est le récepteur. Il est là. Et il est sur la surface. Donc ça, c'est un très beau neurone avec toutes ces prolongations. Si maintenant je mets un opiacé sur cette cellule, je vais voir un phénomène intéressant. Si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a des petites boules qui se forment, le récepteur bouge, et puis il rentre dans la cellule. Et à la fin, ça c'est 20 minutes plus tard, il n'y a plus rien à la surface. Donc ça, c'est un phénomène intéressant. Ça veut dire que quand la drogue se lie au récepteur, ça va signaliser, je vais inhiber mon neurone, mais en même temps, le récepteur disparaît. C'est un mécanisme de défense de la cellule. Ça, c'est un principe de la biologie. Si on active, il faut que ça s'arrête. Il faut toujours qu'il y ait un système qui arrête une stimulation. Et on peut remarquer, ça je ne rentre pas dans les détails, que quand ce récepteur est internalisé, il est dégradé. Il est envoyé à la poubelle. Autrement dit, le récepteur est activé, il a servi une fois et la cellule le soustrait à la drogue qui est à l'extérieur. N'oubliez pas qu'elle est à l'extérieur, la drogue, elle ne rentre pas en principe. Et donc, voilà ce qui se passe. Regardez. Si je prends ma drogue là,
je teste chez l'animal, j'ai un effet antidouleur, j'ai même un effet anxiolytique pour cette drogue-là en particulier. Si je regarde dans l'animal ce qui s'est passé, j'ai vu que le récepteur, ensuite, il s'est internalisé. Il n'est plus à la surface des neurones, dans tous les circuits neuronaux. Il est rentré à l'intérieur. Si j'attends 24 heures, je constate que la cellule a récupéré, elle a refait du récepteur, elle en a produit, elle les a remis à la surface. Au bout de 24 heures, j'ai de nouveau une situation presque normale. Mais si je fais ça tous les jours, je constate au bout de 7 jours que la cellule n'arrive plus à rattraper. Les récepteurs sont beaucoup plus internalisés qu'ils ne sont resynthétisés. Et au bout du compte, je me retrouve avec un animal qui n'a plus de récepteurs. Ils sont tous partis à la poubelle. Et donc, j'ai forcément, par voie de conséquence, si j'ai plus de récepteurs, la drogue n'a plus d'effet. Donc, j'ai une tolérance. Donc ça, il y a plein d'autres mécanismes de tolérance, mais ça, c'est une façon assez simple de comprendre pourquoi une drogue devient de moins en moins efficace au cours des consommations répétées. Dépendance. Alors la dépendance, c'est plus compliqué. Ce qu'on appelle la dépendance à une drogue, ça ne se voit qu'en l'absence de drogue. Tant que la drogue est là, tout va bien. Mais quand il n'y a plus de drogue, apparaît un syndrome de sevrage. Vous connaissez tous, vous avez vu Trainspotting, vous avez vu d'autres films, vous savez ce que c'est un sevrage aux opiacés. Et non seulement il y a un sevrage physique qui est très violent, mais en plus, il y a un sevrage émotionnel. Le manque, ce qu'on appelle le craving, le manque, ce n'est pas un sevrage physique, c'est un manque et un besoin irrépressible de reconsommer de la drogue qui mène à une perte de contrôle. Ça fait aussi partie du sevrage. Alors, pourquoi ça ? Alors là, je vous ai fait un petit dessin du cerveau. Alors ça, c'est un cerveau de souris. Vous verrez un cerveau humain tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez maintenant activer le cerveau, vous allez soumettre votre cerveau à la drogue de façon répétée, il n'y a pas juste le récepteur qui va répondre et qui va réagir et qui va éventuellement devenir tolérant. Mais quand le récepteur est activé, il active le neurone qui active un circuit, un autre circuit, un autre circuit, etc. Donc toute la circuiterie est modifiée. Et si vous faites ça de façon répétée, la circuiterie va s'adapter et va essayer de revenir à un état normal. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les neurones dopaminergiques. C'est les neurones de la motivation et de la récompense. Bon, je simplifie encore, c'est simpliste. Mais donc la première chose que vous faites avec votre drogue, votre opiacé, c'est d'activer ces neurones-là. Vous obtenez de la récompense. À force de répéter, la récompense va être de moins en moins bonne. Je vous les ai déjà dit ça. Mais ce qui va se passer aussi, c'est que ces neurones, ils parlent à une autre région qui s'appelle l'amygdale étendue. Et cette région, c'est une région qui régule le stress. Et ce qui va se passer, c'est que, je pense que vous ne voyez pas très bien là, c'est que ce que vous allez constater, c'est que l'organisme, en tout cas chez l'animal, mais ça se voit chez l'homme aussi, il va avoir des réponses au stress exacerbées. Ensuite, les adaptations se propagent et vont se propager à une petite région là, qui s'appelle le noyau accumbens, et ça, c'est le noyau de la motivation. Et ce qui va se passer, c'est que ce noyau va être perturbé et la motivation pour les récompenses naturelles ou les activités normales va être complètement transformée et va se transformer en une motivation pour obtenir de la drogue. Ensuite, ah oui, j'ai pas fini. Le codéputamène, ça c'est le centre des habitudes. Et ce qui va se passer, c'est que là, on va avoir des automatismes renforcés. Vous savez, le fumeur, il fume par habitude. L'habitude, vous savez bien, c'est très connu, c'est presque irrépressible. On ne peut pas s'empêcher, ça devient une habitude. Eh bien, ça, c'est parce que vous avez déréglé le noyau codé. Donc les habitudes, les automatismes sont renforcés, la motivation est biaisée vers les drogues, et finalement, et ça j'insiste pour le mentionner, le cortex préfrontal est affaibli. Qu'est-ce que c'est le cortex préfrontal ? C'est le centre de décision, c'est le centre exécutif. Quand on dit qu'un toxicomane n'a pas de volonté,
c'est faux. Le toxicomane a un cortex préfrontal affaibli qui n'est plus capable de prendre les bonnes décisions. D'accord ? Il est démontré que les fonctions corticales dans le préfrontal sont fortement affaiblies. Et ça fait aussi partie du profil du toxicomane. Donc tout ça, on peut le montrer chez l'animal et on peut le montrer chez l'homme. Alors ça, c'est juste pour vous montrer chez l'homme. Alors le cerveau, il a une autre tête. Et là, ce que vous voyez, c'est les différentes régions qui sont responsables ou dont le dérèglement est responsable. Donc vous avez ici en bleu de ce que j'appelais binge intoxication. En orange, les régions responsables chez l'homme de l'aversion, de l'état aversif du sevrage. Et vous avez ici en vert les régions qui sont responsables de la recherche, de la rechute, si vous voulez. Alors là, il est déjà 7 heures, ça fait déjà 1 heure que je parle. Alors je voudrais juste vous dire ça. Les opiacés se lient aux récepteurs mu. Que fait le cannabis? Que font la cocaïne? Que fait la nicotine? En fait, chacune de ces drogues a son profil particulier. Autant la morphine se lie finalement au récepteur mu et a des effets antidouleurs et des effets récompensants. Le THC, donc le tétrahydrocannabinol, qui est le principe actif, disons le plus actif du cannabis, va se lier, lui, à un récepteur qui s'appelle le récepteur CB1. Donc il y a toute une physiologie du système endocannabinoïde et des récepteurs CB1 très parallèles au système opioïde, si vous voulez. Et c'est un système qui règle non seulement la récompense, mais les comportements alimentaires. Donc, consommer du cannabis, ça va jouer sur le comportement alimentaire en plus de l'euphorie. Les psychostimulants comme la cocaïne vont bloquer les transporteurs de dopamine et vont augmenter la dopamine dans le cerveau, surtout. Et ça, c'est en fait une augmentation de tout ce qui est motivation et action. Donc là aussi, vous faites de la récompense, mais en plus, vous avez un effet psychostimulant. La nicotine va agir sur des récepteurs qui s'appellent les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, donc qui normalement lient un récepteur qui s'appelle l'acétylcholine, qui est important pour la récompense, mais aussi pour la vigilance. Et vous savez par exemple que certains fumeurs fument pour augmenter, quand ils sont fatigués, se concentrer, etc. Et l'alcool, c'est la catastrophe du biologiste parce que l'alcool se lie sur tellement de récepteurs qu'on ne sait plus trop bien où on en est et c'est très compliqué. Mais tout ça, c'est pour dire, oubliez ça, tout ça, c'est pour dire que toutes les drogues d'abus activent artificiellement les systèmes de récompense en se liant sur leurs propres récepteurs ou sur mu, en produisant par différents mécanismes, mais touchent aussi d'autres aspects du comportement qui fait qu'elles sont toutes différentes. Leur seul point commun, c'est la récompense. Alors, ce que j'aimerais dire aussi, je vais aller assez vite, c'est que on sait plein de choses en recherche fondamentale. On a presque tout compris, si je peux dire ça. Et c'est étonnamment... je prends mon temps. Et ça contraste étonnamment avec le peu de traitements dont on dispose. Très peu de traitements, en fait. Qu'est-ce qu'on a comme traitement actuellement ? Les traitements, ça consiste à occuper les récepteurs ou les bloquer. Voilà ce qu'on essaye de faire. Donc, juste ici, par exemple, comment on traite l'addiction aux opiacés ? On peut administrer le bloquant, mais comme je vous disais, ça ne marche pas, parce que le toxicomane sera en sevrage, il va vite aller chercher de la drogue de nouveau. En revanche, on peut utiliser de la méthadone ou de la buprenorphine, c'est du Subutex aussi. L'avantage de ces drogues-là, c'est qu'on appelle ça des agonistes partiels. Ils se lient au récepteur, ils l'activent un tout petit peu et ils empêchent le sevrage. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette notion-là, ça permet de fonctionner. C'est de la substitution. Et on peut faire la même chose pour la nicotine. La varenicline, c'est aussi un agoniste partiel d'un récepteur nicotinique. On peut aussi essayer... Alors, l'alcool, on essaye des tas de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est très difficile de traiter l'alcoolisme. Mais on peut essayer, en bloquant mu, on peut, dans certains cas, éviter la rechute pour les alcooliques. Ça marche. C'est qu'il y a une interaction entre les systèmes.
Ça, c'est pour vous dire qu'on a plein de modèles animaux, mais je vais peut-être passer. Et ça, c'est pour vous dire qu'on a plein de molécules précliniques, c'est-à-dire on a pour plein de récepteurs. Moi, je vous ai juste parlé des récepteurs aux opiacés, mais il y a les récepteurs au glutamate, au GABA, etc. Il y a plein d'autres récepteurs qu'on peut cibler pour essayer de traiter la toxicomanie. Toutes ces molécules, elles existent dans la recherche animale et elles ne sont pas passées en clinique. Donc, il y a un gros effort à faire pour développer des essais cliniques. Et pourquoi est-ce qu'on ne se développe pas ? Parce que c'est extrêmement cher et il faut convaincre les compagnies pharmaceutiques de développer des traitements pour la toxicomanie. Alors, je vais terminer sur les défis. Le premier défi, c'est le désengagement de l'industrie pharmaceutique. En psychiatrie en général, pas juste pour la toxicomanie, en psychiatrie. Comme je vous disais, on ne peut pas classer les malades psychiatriques de façon, sur une base biologique. On ne peut que les classer sur des symptômes de comportement. Et donc, les groupes de déprimés, de schizophrènes, de toxicomanes ont en fait des maladies biologiques probablement différentes et sont très hétérogènes. Ce qui fait que quand on a une molécule qui marche bien chez l'animal et qu'on va en essai clinique, eh bien, on va s'adresser à une cohorte de patients qui veulent être traités. Mais en fait, ces patients, ils ont très probablement des maladies différentes qui s'expriment par les mêmes symptômes. Ce qui fait que la drogue, elle va marcher peut-être sur 10% des patients. Donc, statistiquement, elle ne marche pas. D'où la nécessité impérieuse de développer des diagnostics, des marqueurs biologiques de la maladie psychiatrique. Ça, c'est tout le défi dans le domaine. Et de faire de la médecine personnalisée. On sait faire ça pour le cancer. Pour le cancer, on peut faire une biopsie de la tumeur et on sait aujourd'hui mesurer tous les ARN, toutes les molécules, le génome dans les cancers et on sait faire des diagnostics très précis des types de cancers basés sur les biopsies et donc on va adapter le traitement à la personne. Pour la psychiatrie, c'est impossible, on ne peut pas faire une biopsie du cerveau, on ne sait pas comment faire. Donc, tant que la catégorisation des patients psychiatriques sera aussi floue, ça va être très difficile de faire de la médecine personnalisée et donc de réussir à développer des nouvelles drogues. Ça, c'est le problème. Alors, pour la toxicomanie, il y a un problème de plus, c'est que le marché est considéré restreint pour l'industrie pharmaceutique. Donc, il faut vraiment que ce soit des organismes d'État qui s'attaquent à la chose. Le marché est stigmatisé, pourquoi ? Parce qu'il est lié à des comportements illicites. Les patients sont très difficiles, ils ne sont pas solvables, ils ne restent pas dans les essais cliniques, ils s'en vont en cours de route, c'est très difficile. Et ça, c'est juste pour vous donner un exemple. J'ai trouvé ces chiffres. Il y a à peu près 10 fois plus d'essais cliniques pour le cancer du poumon que pour le tabagisme. Simplement parce qu'on a du mal à rassembler ces patients et à réaliser ces essais cliniques. Et puis sur les aspects cliniques, très souvent, le patient nie être toxicomane. C'est beaucoup le cas pour les alcooliques, par exemple. Les médecins, souvent, devant la complexité de la situation clinique, sont un peu désemparés. Vous remarquerez souvent qu'il y a des hôpitaux psychiatriques, mais qu'on ne traite pas les toxicomanes. Il y a un peu une espèce de dichotomie entre les maladies psychiatriques et la toxicomanie. Et souvent, il y a une comorbidité entre les deux. On sait très bien que le tabagisme et la schizophrénie vont ensemble, que l'alcoolisme et la dépression vont ensemble. Et ça devient extrêmement compliqué. Donc, il y a beaucoup de défis. Donc, je termine tout simplement en disant qu'il n'y a pas une solution, mais il y a plusieurs solutions. Et je vais remercier tous les gens qui m'ont aidé pendant toutes ces années et surtout ma petite équipe aujourd'hui, là, au Douglas. Ils sont super. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kiefer. C'était d'une clarté exemplaire. Alors, on a du temps pour des questions. Comme d'habitude, les micros sont de chaque côté de la salle. On vous demande de vous déplacer. J'en ai peut-être une question, le temps que les gens... Justement, un peu dans le domaine de la médecine personnalisée, est-ce que il y a une variabilité dans la réponse justement aux opiacés ? Ah oui, bien sûr. Et est-ce qu'elle est due aux récepteurs ou aux effecteurs ou à autre chose ? Alors, il y a une variabilité, ça c'est clair. Comment savoir si elle est due au récepteur ? C'est difficile d'étudier le récepteur chez une personne. Donc,
On sait par exemple que pour le récepteur mu, il y a une variabilité génétique. Donc, dans ce gène, chez l'homme, il y a à peu près 10% de la population, donc parmi vous, là, il y a 10% parmi vous qui ont une petite mutation dans ce récepteur qui rend le récepteur un peu moins efficace. Alors, les conséquences, c'est trop complexe pour dire si ça va vous aider ou pas vous aider, etc. Il y a beaucoup d'études génétiques qui se font pour essayer d'associer cette mutation avec peut-être la toxicomanie ou de la réponse aux opiacés ou de la réponse dans des situations de douleur. Alors, il y a des associations qui se font, mais c'est compliqué, je dirais. Donc, on est différents, on a des récepteurs différents. Et puis, les différences de réponse aux opiacés, elles peuvent aussi être dues, comme vous dites, à autre chose que des récepteurs, à ce qui se passe en aval, plus loin. Voilà. Merci. Une question, madame. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, c'était vraiment passionnant. Merci. Ma question est peut-être un peu bizarre, c'est qui sommes-nous? Et là, je m'explique. Oui. Quand on parle de drogue dure ou même d'alcool, on sait qu'on a pris une substance qui vient donc sur nos récepteurs Oui. et qui va changer notre comportement. Mais qu'est-ce qu'il en est des substances beaucoup plus quotidiennes comme simplement le café? Est-ce qu'on est une personne? Est-ce qu'on est nous avant le café ou est-ce qu'on est nous-mêmes après le café? Ou les anxiolytiques ou les gens qui ont des maladies psychiatriques, qui est-on vraiment? Est-ce qu'on est la personne avant la substance ou la personne après la substance? Oui, ce que vous voulez dire, c'est à quel point est-ce que la substance change la personne? C'est toujours vous, hein. Je vous rassure, vous êtes toujours vous. En principe, les anxiolytiques sont là pour essayer de vous normaliser et de vous faire vous sentir mieux. Vous n'allez pas vous sentir une autre personne. On essaye de rétablir un peu la chimie du cerveau. Là où le toxicomane n'est plus vraiment lui-même, c'est vrai qu'il perd le contrôle. Mais là, il y a eu un sacré dommage pharmacologique sur le cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? L'effet des drogues sur le cerveau, il est puissant. Donc vous allez dérégler de façon durable. Et c'est vrai que le toxicomane n'est plus vraiment lui-même dans la mesure... Enfin, il est toujours lui. La conscience de soi, c'est la même. Vous êtes la même personne. Mais il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le comportement. Le malade psychiatrique, il sait qui il est, enfin, en général. Et les médicaments, ils sont là pour essayer d'aider. Le café, c'est un psychostimulant, il va activer des récepteurs adénosine, ils sont très bien connus. Voilà, donc vous allez vous sentir un peu plus en forme. Mais vous avez aussi des sautes d'humeur naturelles dans la vie. Il y a des jours où vous sentez de bonne humeur, des jours où vous sentez de mauvaise humeur. C'est votre propre chimie qui fluctue. Donc en fait, les médicaments ne font que pousser un petit peu des phénomènes naturels quand c'est un médicament pour soigner. Les drogues d'abus qui sont vraiment là pour pousser et en quelque sorte pirater vos systèmes de récompense, c'est un peu différent parce que c'est un traitement un peu violent. Voilà. Ça répond à votre question? Monsieur. Bonjour, c'est une excellente conférence. Je voulais juste avoir votre avis sur le livre qui a été sorti récemment par Peter Gotchick, qui a été traduit par Fernand Turcotte sur psychiatrie mortelle et déni organisé. Selon ce livre-là, justement, en psychiatrie, on provoquerait avec les médicaments contre la dépression des addictions. Et puis, quand les gens arrêtent la médication et ils tombent en manque, Okay, et là, ça empirerait leurs problèmes, puis ça pourrait faire en sorte qu'il y aurait des délits et tout ça. J'aimerais remettre les choses en place, là, un peu. Je ne connais pas le livre dont vous parlez, mais ce que je dois dire, d'abord, les antidépresseurs ne sont pas addictifs. Okay, il y a plein de choses qui ne sont pas addictives. Il y a des molécules qui agissent sur le cerveau. Les anxiolytiques ne sont pas addictifs. Ça ne crée pas une euphorie. Et il n'y a pas... Les drogues d'abus, c'est des drogues euphorisantes. Alors, ça ne veut pas dire maintenant qu'il n'y a pas certaines drogues qui ont d'autres effets, comme les antidépresseurs, où il n'y a pas une habituation. D'accord ? Donc, l'effet d'habituation et d'adaptation du cerveau, elle a lieu aussi pour les antidépresseurs. Mais pour commencer, l'antidépresseur, il est censé vous aider à vous sentir mieux. La deuxième chose, c'est que l'antidépresseur, il n'est efficace qu'après 2 semaines. Ça veut dire que, ça c'est un peu le problème des antidépresseurs actuels. Je ne sais pas si vous connaissez le problème, mais une personne vraiment déprimée qui a des idées suicidaires, il faut la surveiller au début parce que quand on donne l'antidépresseur, elle risque de trouver la force et le courage de passer à l'acte. Donc il faut vraiment surveiller.
Donc l'antidépresseur, il fonctionne au bout de 2 semaines parce que justement, l'effet de l'antidépresseur, il est dû à l'adaptation du système sérotoninergique qui doit devenir plus actif et ça met 2 semaines. Et le système sérotoninergique, effectivement, il est activé par l'antidépresseur. Donc votre cerveau s'est adapté. Donc si vous voulez arrêter l'antidépresseur, il est connu qu'il faut faire ça tout doucement parce que le corps est habitué, il faut le déshabituer. Mais le café, c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est pareil pour d'autres choses, vous comprenez ? Il y a des médicaments qu'on ne peut pas arrêter abruptement. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre d'antidépresseurs si on en a vraiment besoin. Il y a quelques médicaments, je pense qu'il faut s'aider des fois par la chimie. Ça n'exclut pas du tout les interventions thérapeutiques, au contraire. Tout ça, ça va ensemble. Merci. Je vais prendre, madame, une question de ce côté de la salle, juste pour respecter l'ordre. Madame. Oui. Oui. On sait que les mécanismes de la douleur sont un peu différents chez les hommes et les femmes. Oui. On sait aussi que les toxicomanies ne sont pas distribuées non plus de façon égale à travers les sexes. Donc, Oui. j'ai une question. Est-ce que vos souris, c'est des souris mâles et des souris femelles? Et si oui, est-ce qu'il y a des différences? Alors, l'étude de l'effet du sexe chez l'animal, c'est seulement maintenant qu'on commence à le tester. Chez l'homme, c'est démontré, vous avez tout à fait raison, il y a des différences claires. Chez l'animal, tout ce que je vous montre là, d'habitude, on étudie le comportement chez l'animal mâle. Parce que il est plus reproductible. Parce que chez la femelle, il faut tenir compte des cycles, etc. Donc, un comportementaliste classique, il ne va même pas vouloir tester une femelle. Donc aujourd'hui, il y a des incitations pour que les chercheurs étudient à la fois les mâles et les femelles, parce qu'ils vont trouver des différences. Il y aura forcément des différences. Est-ce qu'elles vont refléter ce qui se passe chez l'homme? Je ne sais pas. Et est-ce qu'on pourra les expliquer? Ça va être compliqué. Voilà. Donc ça, c'est l'état de l'art en ce moment. Donc, ce n'est pas très satisfaisant, effectivement. Oui, puis souvent, il y a eu beaucoup de problèmes parce que toute la pharmacologie a souvent été faite à la suite d'études sur les hommes. Vous voulez dire chez l'homme? Chez l'homme ou sur les souris mâles ou chez Non. Chez l'homme, quand on fait des cohortes pour des essais cliniques, on balance mâle-femelle. Hommes et femmes, pardon, excusez-moi. Désolée. Je parlais en amont, avant. Mais en préclinique, dans la recherche chez l'animal, ça fait seulement à peu près 5 ans qu'on commence à systématiquement étudier en parallèle des cordes d'animaux mâles et des cordes d'animaux femelles. Alors on arrive à avoir des différences, mais pour les expliquer, il va falloir rentrer dans les cycles hormonaux, ça va devenir compliqué, mais effectivement, il faut y aller. Madame. Oui. Moi, j'étais très intéressée par ce que vous avez dit, parce que ce que ça m'a montré, c'est que que les solutions pharmaceutiques ne sont pas à point du tout. C'est très expérimental encore. Mm-hmm. Je sais que pour les opioïdes, des choses comme ça, moi j'ai eu une opération, puis ça m'a fait beaucoup de bien avoir quelque chose, parce que sans ça, je n'aurais pu pas bouger ni rien faire. Mais la question de toxicomanie, je comprends que c'est, par ce que vous avez dit, c'est vraiment pas on n'a pas de solution facile à ça adapte, malgré le fait, comme vous dites, ça a l'air avancé de façon de séparer l'addiction, puis... l'euphorie, oui. Mais les questions que j'ai, c'est tout autre. C'est un peu plus parce que quand on parle les solutions pharmaceutiques en général, puis on voit les antidépresseurs, en effet, il y a beaucoup de questions là-dessus, parce que les gens, moi j'ai connu quelqu'un qui s'est suicidé là-dessus. C'est ce que je vous disais. Il y en a beaucoup, puis même en Angleterre, je l'ai entendu, en bas de 18 ans, ils ne prescrivent pas ces drogues-là. Puis on a un cas actuellement d'une personne qui a tué des gens dans une mosquée qui ne sait même pas pourquoi il l'a fait. Il était sur les antidépresseurs, puis aujourd'hui, il va être condamné probablement à prison à vie. C'était une tragédie pour lui et pour sa famille et pour tous les gens qui ont vécu cette chose terrible. Puis il dit qu'il n'est même pas islamophobe. Fait que je me demande, dans un cas comme ça, est-ce que
le fait qu'on ne connaît pas vraiment comment les effets, comme vous dites, de plaisir ou d'être repoussé par une drogue qui affecte notre cerveau, est-ce que c'est possible que ces solutions-là qui ne sont pas complètement, comment je peux dire, qui ne marchent pas parfaitement, disons, là, comme les antidépresseurs ont des effets différents sur chaque personne, comme vous avez dit? Comme tous les médicaments. Pardon? Comme tous les médicaments. Mais c'est ça qui me frappe dans ce discours-là, c'est qu'on a toujours l'impression que les drogues sont faites vraiment de façon... c'est sûr, c'est scientifique, c'est que vous dites, tout le processus c'est scientifique que vous avez fait, puis vous continuez à faire avec raison. Mais en même temps, on prescrit les drogues sans savoir les effets que ça va avoir sur l'individu. C'est ça ma question. Non, c'est pas tout à fait vrai. Les drogues qui sont sur le marché, elles sont utilisées depuis les années 50. Les antidépresseurs, le Prozac, ça existe depuis 40-50 ans. Donc on connaît les effets, on connaît tous les effets. Après, comment on suit les patients, c'est une autre question. Après, c'est une question de clinique et de médecin. Moi, les effets des antidépresseurs, ce qui manque, c'est des nouvelles molécules avec d'autres mécanismes d'action. Parce qu'effectivement, un antidépresseur, c'est pas one size fits all. Hein. Donc les antidépresseurs, en fait, avant les années 50, on traitait la dépression avec des opiacés parce qu'on n'avait rien d'autre. Ça peut aider. Mais dès que sont arrivés le Prozac, donc ce qui s'appelle les inhibiteurs de la recapture de sérotonine, c'est un autre mécanisme d'action. Dès que ça s'est arrivé, on s'est dit, OK, on oublie les opiacés puisqu'on n'aura pas de dépendance, on va utiliser le Prozac. Alors, ça a des tas d'effets secondaires, mais ça marche quand même bien sur 50% des personnes. Donc, il ne faut pas, disons, jeter le bébé avec l'eau. Je pense qu'il y a une question de suivi médical aussi, qui doit être fait correctement. Et je trouve qu'on devrait être déjà content d'avoir quelques molécules qui fonctionnent, parce qu'avant, il n'y avait rien du tout. Ce qu'on peut déplorer, c'est que c'est difficile de faire des essais cliniques pour amener de nouveaux médicaments qui aient moins d'effets secondaires et qui marchent mieux. La clinique est beaucoup plus difficile là que pour développer des médications pour le cancer ou pour des maladies infectieuses ou pour toute autre maladie du corps où on connaît le mécanisme biologique. En psychiatrie, c'est difficile. Pourquoi? Juste la dernière Juste question, rapidement, madame, parce qu'on va essayer de passer aux Oui, autres personnes. c'est correct. Désolée, c'est parce que je vois beaucoup de gens qui sont déjà alignés. Mais donc, madame. Oui, merci beaucoup pour cette conférence que j'ai Merci. trouvée extrêmement intéressante. Maintenant, ça va peut-être vous surprendre ma question parce que ça ne concerne pas en tant que tel des opiacés. Oui. Ça concerne ce que je considère, moi, personnellement, comme étant une autre drogue. Il s'agit des ordinateurs et des écrans que les ados utilisent vraiment à outrance. Oui. Et le matin, ils ont leur écran comme une doudou. Pratiquement le soir, ils s'endorment jusqu'à 1h, 2h du matin avec leur doudou. Oui. Et donc, je voulais savoir dans quelle catégorie, plus ou moins, vous mettez cette drogue, entre Je guillemets. pense qu'il y a clairement une dépendance. Je ne pense pas qu'elle a encore été catégorisée par les psychiatres comme une dépendance qui relève de la toxicomanie. Il n'y a pas de substance dans ce cas-là, mais il y a clairement une dépendance, c'est clair. Et il faut l'attaquer, c'est sûr. Oui. Et elle n'est pas attaquable pour le moment. Non, oui, il faut l'attaquer par des méthodes non médicamenteuses et il faut, par exemple, enfin, je ne sais pas, vous voyez, il faut limiter, c'est des interventions, oui, psychologiques, c'est sûr. D'accord, merci. On a d'ailleurs eu toute une conférence sur l'addiction au numérique l'année dernière. Ouais. Madame. Bonjour. Oui. Alors, on parle souvent de drogue douce et drogue dure. Par exemple, en mettant le cannabis dans la catégorie plutôt alcool ou cannabis dans la catégorie drogue douce et héroïne peut-être dans la catégorie drogue dure. D'après ce que vous avez l'air de présenter, je sais pas, j'imaginerais plutôt une classification par drogue d'abus et autres types de drogues. Est-ce que vous comprenez cette classification de drogue douce, drogue dure, ou est-ce que dans votre domaine, finalement, dans la recherche, ça ne veut pas dire grand-chose ? Dans la recherche, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est toutes des drogues qui créent un état de dépendance qui suit les critères de l'addiction, en fait. C'est toutes des drogues addictives, de la même façon.
Et du coup, le lien entre la recherche et ce que le grand public sait ou ce que les instances gouvernementales utilisent comme classification, par exemple, il y a un lien. Je ne sais pas de quelle classification Ben, vous parlez, ben parce juste- que dur et doux, cannabis, héroïne, oui. Il est clair que l'addiction à l'héroïne, elle arrive beaucoup plus vite. Mhm. C'est pour ça qu'on va dire une drogue dure, parce que c'est flagrant, c'est rapide, beaucoup plus que le cannabis. Mais le processus est le même, en fait. Le processus d'adaptation, il est le même. Après, il y a les licites et illicites. Alors ça, c'est tout un autre débat, parce que l'alcool fait autant de ravages, si ce n'est plus, que l'héroïne. Et on en parle moins, parce que finalement, ça fait partie de la vie, mais ça fait des ravages énormes. Et c'est une vraie toxicomanie aussi. Donc voilà, pour les chercheurs en addiction, il y a toutes ces drogues, elles ont des mécanismes communs, elles ont des mécanismes spécifiques, et tout ça, ça rentre dans le petit schéma que je vous ai fait de développement de l'addiction. D'accord. Ok, merci beaucoup. Madame. Bonsoir plutôt. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des conséquences à long terme pour une personne qui a été médicamentée pendant une période donnée avec, mettons, un barbiturique, surtout à un âge très jeune? Est-ce qu'il y a des conséquences à long terme? Est-ce que le cerveau se régénère ou est-ce que ça peut être une personne qui peut être plus sujette à faire des dépressions? Ou... Des barbituriques? De toute façon, toute molécule qu'on va appliquer au médicament à un jeune âge va avoir des conséquences. Ça me paraît évident, mais tout dépend de l'état du cerveau au jeune âge. Vous comprenez ? Il est des fois, une médication est utile parce qu'elle permet de récupérer des mécanismes ou de remettre des choses en place, même dans le plus jeune âge. OK, mais si c'est une drogue qui a été administrée, en réalité, je parle de moi, là. Oui. De l'âge de 6 mois à 2 ans et demi, il y a un médecin qui m'a administré pendant cette période-là parce que j'avais des problèmes de sommeil. Un médicament qu'on donnait à des enfants qui font de l'épilepsie. Le médecin a finalement été arrêté et j'ai été obligée d'être sevrée. Et je me demandais, parce que j'ai cherché longtemps à savoir, je sais qu'il s'appelait Dr Vézina ou Gélina, je ne sais pas trop. Apparemment, j'aurais fait partie de la génération des enfants tranquilles de ce médecin-là. Il y avait plusieurs enfants comme moi qui avaient pris cette drogue-là. Je l'appelais mon guéri et je le demandais aux 3 heures. Alors, je me demandais si... à long terme, je consomme absolument rien aujourd'hui parce que j'ai compris que j'avais un tempérament addictif. Alors, j'ai aucun médicament dans mes choses. C'est tous des produits naturels. Alors, je voulais savoir si ça l'avait eu... j'ai toujours cherché à savoir si ça pouvait avoir eu une conséquence sur... Je suis une personne qui a souffert beaucoup de dépression. Alors, j'essayais de... Je ne peux pas vous répondre. Non? OK. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Mais est-ce qu'il y a une certaine réversibilité? Par exemple, quelqu'un qui est en sevrage après l'héroïne, où il a modifié ses circuits, on était vraiment dans l'addiction, est-ce qu'après un certain temps, le cerveau se remet un peu? Oui, alors est-ce qu'on récupère? C'est toujours la question qu'on me pose. J'ai une fois dû faire une intervention sur France 2, en France, sur l'alcoolisme, et on m'a interdit de dire, et pourtant on m'a censuré, non, on ne récupère pas. Le cerveau, il ne va pas revenir en arrière. Ce qu'il faut faire, c'est changer de vie, changer de contexte, et vivre avec. Aucun toxicomane au long cours, quelle que soit la drogue, qui a arrêté, qui a réussi à arrêter et qui est abstinent pendant de longues années, aucun ne va ressortir indemne. Il y aura toujours le contexte qui va relancer quelque chose, il y aura toujours quelque chose où il faudra toujours faire attention. Donc, le cerveau est modifié irrémédiablement, ça c'est sûr. Maintenant, le cerveau est extrêmement plastique. Donc, le cerveau a des ressources extraordinaires pour trouver des stratégies pour se rétablir. Donc, ça c'est une bonne chose, mais ça va être une lutte perpétuelle. Merci. C'est pas vraiment un message d'espoir, mais le message d'espoir, c'est de dire que le cerveau, il est quand même très plastique et il peut
étonnamment récupérés. Par exemple, de barbiturique pendant 1 an et demi quand on est bébé, le cerveau il récupère bien. La nature est forte quand même. Mais les dommages, les changements, ça ne va pas revenir à l'état de départ. C'est ça que je veux dire. Ça va passer dans un autre état. C'est clair. Monsieur. Merci pour la présentation, super intéressant. Un peu à chaque année, j'ai l'impression de lire des articles qui disent « Ah oui, on va essayer un hallucinogène pour traiter PTSD ou dépression ou tel microdosage de LSD, psilocybine, whatever, comme annonce des trucs super prometteurs, mais on n'entend jamais comme des vraies applications. J'aimerais ça vous entendre parler de où se trouvent les hallucinogènes par rapport justement à des trucs plus comme vraiment, réellement addictifs comme les hallucinogènes ne sont pas des drogues d'abus. C'est pas classé dans les drogues d'abus. C'est des drogues qui sont consommées pour faire des expériences particulières, mais il n'y a pas une dépendance qui se développe comme chez les toxicomanes. Les drogues hallucinogènes ne sont pas récompensantes. Ah c'est pas des drogues d'abus. C'est pas classé là-dedans. Vous connaissez des gens qui consomment des hallucinogènes non, et qui peuvent plus s'en passer? Non, ça existe. Plus, non. En fait. Non. Alors, utiliser des hallucinogènes pour traiter ceci ou cela, je ne connais pas de recherche qui a lieu là-dessus. Il y en a très peu. Et je pense que les cas connus, c'est des cas sporadiques, c'est des cas isolés. Je n'ai pas connaissance d'un mouvement d'utilisation d'hallucinogènes ou d'un espoir pour traiter quelque chose. OK. Donc, ce n'est pas vraiment un sujet qui est tant d'actualité que ça. Ce n'est pas quelque chose qui est très expérimenté. Pas tellement, tellement, non. C'est bon. Merci. Merci. Madame. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que les anti-épileptiques provoquent de la tolérance et un syndrome de sevrage? Je ne peux pas vous dire. Okay. Je pense que ça doit être écrit sur les petites indications des médicaments. Je ne sais pas, c'est les antiépileptiques qui vont activer les systèmes inhibiteurs. Pas forcément. C'est-à-dire toute drogue qui agit sur un récepteur ne va pas forcément déclencher un effet de tolérance. Okay. Alors je ne sais pas. Okay. Je suis désolée, je ne peux pas vous répondre. Et pour parler de tolérance, vous avez dit tout à l'heure qu'on recyclait les récepteurs et qu'au final, il n'y en avait plus. Est-ce qu'en diminuant la dose, ça va revenir? Est-ce qu'en augmentant la dose, ça va revenir? Ou il n'y a pas de... Ou en attendant plus longtemps. Ouais, oui, la cellule, elle finit toujours par récupérer. Simplement, ce qu'on avait fait en faisant cette expérience, on a démontré que si on poussait vraiment fort, les récepteurs n'avaient pas le temps de se régénérer. Okay. Voilà, mais ils vont se régénérer. Je voudrais poser une question sur... vous parlez toujours de l'effet analgésique. Oui. Mais pour moi, ça veut dire que l'analgésie, ça combat la douleur, c'est ce que vous avez dit. Mais est-ce qu'on sait c'est quoi la douleur? Je sais que certaines personnes qui ont une blessure très grave, puis il y en a qui souffrent énormément, mais il y en a qui souffrent assez peu. Est-ce qu'il y a un transmetteur de la douleur? Parce que dans le fond, vous définissez le négatif de la douleur, qui est l'effet analgésique. Mais est-ce qu'on connaît le côté positif? C'est quoi la douleur? Oui, c'est très bien connu. On connaît très bien les nerfs qui, de la moelle épinière, vont jusqu'à la périphérie, partout, et qui sentent des choses, des stimulations qui sont douloureuses. Est-ce qu'il y a des transmetteurs? Oui, parce qu'il y a un neurone, donc il y a un transmetteur. Par exemple, il y en a un qui s'appelle la substance P, pour pain. Oui. Lui transmet le message douloureux. Et il y a des récepteurs aussi, la même chose? Oui, aussi. Est-ce que le récepteur de la douleur, c'est un récepteur comme le récepteur mu? Oui, ils se ressemblent. Ils sont à la surface, ils flottent à la surface. Il y a des récepteurs qui sentent, par exemple, la chaleur normale. Il y a des récepteurs qui sentent la chaleur trop chaude, qui fait mal. Il y a des récepteurs qui sentent le piquant, le piment. Il y a des récepteurs pour tout. Si vous voulez. Ça ne sera pas de bloquer ces récepteurs-là? Ah, bien sûr. Pour traiter la douleur, il y a d'autres voies thérapeutiques, d'accord? Okay.
Donc, en dehors les opiacés ont toujours été les plus forts. En fait, ce que font les opiacés, c'est que les neurones qui conduisent la douleur, ils partent de l'extrémité, ils vont dans la moelle épinière, ça monte jusqu'en haut, jusqu'au cortex, et au cortex, vous avez conscience d'avoir mal. Oui, c'est ça. Et puis ça redescend, et là, il y a des systèmes qui vont bloquer la douleur. Okay. Donc, normalement, c'est un signal pour vous dire, attention, il y a quelque chose qui va te faire du mal. Oui. Est-ce qu'on sait pourquoi certaines personnes sont tolérantes à la douleur et Oui. d'autres la ressentent de façon beaucoup plus aiguë? Oui, ça, c'est une question de la sensibilité de ces circuits de douleur. Il y a des gens qui sont, par exemple, des insensibles congénitaux à la douleur. C'est des gens qui ressentent aucune douleur. Ils vivent pas très vieux, normalement, jusqu'à l'âge de 20 ans, parce qu'ils se blessent tout le temps, ils sentent rien. Comme quoi la douleur est importante, quand elle n'est pas pathologique. Et là, on a trouvé qu'il manquait un récepteur de facteur de croissance qui fait que le circuit ne s'était pas mis en place correctement pendant le développement. Okay. Par exemple, c'est un exemple. Voilà. Donc vous avez des systèmes pronociceptifs, on dit, qui conduisent le message douloureux, et vous avez des systèmes qui s'y opposent, comme le système opiacé. Donc, vous me dites aussi, en résumé... Rapidement, monsieur, on va essayer de... D'accord, je vais juste terminer. Juste pour résumer, vous me dites que les médicaments analgésiques, ce n'est qu'une voie pour combattre la douleur. Non. Les médicaments analgésiques, ça veut dire antidouleur. Okay. Donc, pour combattre la douleur, il y a plusieurs approches. Oui. On peut activer des récepteurs aux opiacés, comme fait la morphine, oui. C'est le plus efficace. On peut bloquer les récepteurs de la substance P, par exemple, pour bloquer la douleur, ça marche moins bien. Et voilà, et il y a des tas de choses qui sont en essai clinique. Il y a des tas de possibilités en agissant sur d'autres récepteurs aussi. C'est ce que je voulais savoir. Voilà. Oui, il y a d'autres stratégies, tout à fait. On va prendre une Mais elles ne seront dernière jamais question. aussi efficaces que la morphine. On va prendre une dernière question. Oui. Oui, bonjour. Ma question va peut-être être plus éthique que biologique, mais en fait, quand vous parliez des répercussions sur la souris de supprimer le récepteur mu et que ça avait comme impact de modifier le lien d'attachement. Avec, Je me demandais, est-ce qu'en tentant de développer des molécules qui vont jouer sur l'analgésie, il n'y a pas un certain risque, ou si on est capable de, du moins, calculer ou contrôler le risque d'affecter par le biais de ce médicament-là des fonctions humaines nécessaires à un bon comportement social? Vous voulez dire, est-ce que les opiacés, par exemple, si on prend des opiacés pour traiter la douleur, est-ce que ça va changer notre comportement social? Non, plus dans le sens, si on développe un médicament pour traiter, par exemple, la dépendance, en allant jouer, ou, par exemple, si on développe un médicament analgésique, mais qui n'a pas toutes les autres conséquences, si ce médicament-là, en soi, n'aura pas des effets, est-ce qu'on est capable de savoir quels effets ça peut avoir sur des fonctions sociales liées à l'analgésie? Je sais pas. Il n'y a pas de fonction sociale liée à l'analgésie. Il y a des circuits de la douleur dans le système nerveux et il y a des circuits de la récompense. Ce n'est pas les mêmes, d'accord? Il se trouve qu'il y a des récepteurs mu sur les deux. C'est pour ça que, quand on met de la morphine, on va inhiber la douleur dans les circuits, dans les neurones qui processent la douleur, et on va produire de l'euphorie dans les neurones qui sont responsables de la récompense. C'est des choses séparées. Il se trouve que c'est comme ça. D'accord? Donc, quand vous parlez d'interaction sociale, là, on parle des neurones qui processent la récompense. Donc, c'est sûr que si vous bloquez, vous voulez traiter un toxicomane avec, par exemple, de la naltrexone, donc un bloquant opiacé. Si vous bloquez tous les récepteurs opiacés, vous risquez de créer, une espèce d'anédonie, de bloquer le système de reward, de récompense, pardon. Donc effectivement, ça peut avoir des conséquences dans votre vie de tous les jours. Mais franchement, ça ne s'est jamais sorti, ça, dans les essais cliniques. Ça n'a jamais apparu comme quelque chose de problématique. Je pense que traiter le toxicomane avec le bloquant, il aura beaucoup plus de problèmes avec son sevrage physique qu'avec son interaction sociale. Mais c'est sûr que ça ne va pas l'aider à reprendre des interactions sociales normales. Parce que c'est vrai que le repli social, ça fait aussi partie du profil du toxicomane, puisqu'il a remplacé l'interaction sociale par la drogue.
Là où il y a vraiment une dépendance ou une toxicomanie déclarée, où il faut vraiment s'inquiéter, c'est quand le consommateur consomme tout seul, par exemple. Il a remplacé l'interaction sociale par une autre récompense. C'est pour ça qu'on dit surveillez vos adolescents. Et regardez, quand ils consomment à consommer tout seul, c'est que c'est pas bon. Il faut surveiller. Voilà. Juste avant de finir, pour continuer sur cette idée, parce que est-ce qu'on pourrait imaginer des chercheurs qui vont chercher à bloquer juste le récepteur kappa pour créer des gens justement qui... bon, ça fait un peu science-fiction. Est-ce que ça, c'est... bon, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas vos recherches. Si, tout à fait. Il y a des développements de bloquants kappa pour traiter la dépression. Ça, c'est en plein essai clinique là en ce moment. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup pour cette conférence.